relever, j'imagine ça. Je suis né à Paris, d'un père physicien et donc d'une certaine façon que j'ai accompagné dans ses déplacements universitaires puisqu'il a été professeur à Strasbourg puis à Grenoble avant de revenir à Paris. En ce qui me concerne, donc j'ai fait mes études primaires à Strasbourg puis secondaires à Grenoble au lycée Champollion, puis je suis revenu à Paris où j'ai été en première en terminale au lycée Louis-le-Grand puis en classe préparatoire. Ensuite j'ai fait l'école normale supérieure. Donc ça, c'est pour ce qui concerne mes études. Ma mère est aussi, d'une certaine façon, enfin, dans le monde académique. Elle a d'abord été biologiste, mais ensuite tournée vers les humanités et l'étude des langues, puisqu'elle a été pendant longtemps traductrice du russe. Bien sûr, le contexte familial a compté. Ayant un père physicien qui faisait de la recherche en physique, qui a été longtemps directeur de l'INEP3, l'Institut national de physique des particules, la carrière scientifique est quelque chose de naturel. Je ne me suis pas posé la question si c'était possible ou pas. Autant que je me rappelle, j'ai toujours aimé les mathématiques et j'ai jamais vraiment envisagé de faire autre chose. Donc, alors bien sûr, je ne peux pas spécifier d'âge parce que je crois qu'à un certain moment, on ne se pose pas la question d'une carrière dans la suite. Et donc, mais enfin, dès que ce genre de question s'est posé, j'avais envie de faire des maths. Et bon, tout s'est très bien passé pour ça. Alors, je travaille dans un domaine qui s'appelle la théorie des systèmes dynamiques. En fait, il s'agit de systèmes qui peuvent décrire, mais pas nécessairement des phénomènes physiques, chimiques, biologiques ou même économiques, et dont on connaît en principe au moins l'évolution sur le court terme. Et le but de la théorie, c'est d'essayer de comprendre l'évolution sur le long terme. Je vais donner un exemple qui est en fait un exemple qui a d'une certaine façon fondé la théorie à la fin du XIXe siècle avec Henri Poincaré. C'est la mécanique céleste, c'est-à-dire le mouvement des corps célestes. Donc ici, la force, au moins dans la mécanique classique, la force motrice, c'est la gravitation universelle, comme donnée par les lois de Newton, donc connues depuis la fin du XVIIe siècle. Et il s'agissait en principe d'en déduire le mouvement des planètes avec une très grande précision et aussi des questions de savoir est-ce que certaines planètes risquent de s'échapper de l'attraction solaire ou d'autres questions comme ceci. Et donc, pourquoi Poincaré ? Parce qu'il a procédé à un changement de paradigme. La première démarche, en quelque sorte, sur ce genre de problème, c'était d'essayer de calculer, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'on a ce que les mathématiciens appellent des équations différentielles qui permettent de décrire le système au niveau infinitésimal, l'évolution en des temps très courts. Alors, quand on a des ordinateurs aujourd'hui, bien sûr, on peut a priori commencer à intégrer ces équations, à calculer le mouvement. Mais pour beaucoup de questions, ce n'est pas suffisant. Enfin, ça ne permet pas de répondre à beaucoup de questions. Et Poincaré a été le premier à développer d'autres méthodes, des méthodes, j'ai envie de dire, qualitatives et aussi géométriques, qui ont vraiment complètement changé les points de vue sur ce genre de problème. Donc ça, c'est le domaine général de mes recherches. Oui, alors d'abord, peut-être il faut dire qu'on est chercheur, donc ça veut dire bien sûr qu'on cherche,
Et on cherche beaucoup plus de temps qu'on trouve. Donc une grande partie du temps est consacrée à explorer des pistes qui se révèlent fausses en fin de compte, mais ça permet d'écarter ces fausses pistes pour essayer de trouver le bon chemin. Ensuite, quelque chose que je trouve particulièrement net, alors bien sûr, différents mathématiciens auront différentes façons de procéder. Mais pour moi, ce qui fonctionne bien, c'est d'essayer d'alterner des moments quand on s'est donné un problème, c'est d'essayer d'alterner des moments où on réfléchit, j'ai envie de dire de loin. Et de loin, ça veut dire qu'on peut aussi bien réfléchir en allant se promener, en allant au Calanque par exemple ici, en tout cas, ou en faisant presque autre chose en quelque sorte, autre chose qui permette de garder une partie du cerveau vraiment pour pouvoir se concentrer sur les maths. Enfin, je veux dire, autre chose qui ne réclame pas une grande attention du cerveau. Et donc ça, c'est une première façon de réfléchir de façon très globale au problème. Et puis ensuite, il y a au contraire, quand il faut regarder le problème de beaucoup plus près, de l'analyser de beaucoup plus près, là, vraiment, on se retrouve comme ici, devant un tableau ou devant une feuille de papier, mais enfin souvent devant un tableau parce que j'aime beaucoup travailler avec d'autres personnes, et à ce moment-là, c'est vraiment le tableau l'instrument principal, où vraiment on discute plus dans les détails des choses comme ça. Et cette alternance entre une vision de près et une vision de loin du problème qui, quand on a de la chance, disons, permet d'aboutir et de trouver la voie vers la solution. Alors, je vais commencer par expliquer qu'il y a dans les systèmes dynamiques, donc c'est décrire des évolutions, il y a deux types d'évolutions. Des évolutions que j'ai envie d'appeler régulières, il y a un mot plus technique qui s'appelle quasi-périodique, où on peut analyser le système sur de très longues périodes. Et des évolutions qu'on appelle chaotiques, qui au contraire ne se prêtent pas du tout à la prévision à long terme. Ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas comprendre le système, mais ça veut dire qu'on ne peut pas prévoir une évolution donnée, parce que la moindre incertitude dans la condition initiale va produire de grandes divergences des orbites. Alors, je pense que le principal résultat que j'ai obtenu, enfin en tout cas celui qui m'a valu la médaille Fields, c'est un résultat sur les systèmes réguliers, ou plutôt sur la frontière, dans un cas particulier, la frontière entre les systèmes réguliers et les systèmes qui seraient au moins plus chaotiques, pas nécessairement complètement chaotiques. Et alors c'est une classe de systèmes assez simple à comprendre. Il s'agit alors en termes techniques, de germes de difféomorphisme holomorphe du plan complexe autour d'un point fixe. Alors, quand on linéarise au point fixe, on linéarise la dynamique, on obtient une rotation. En général, cette rotation est d'angle irrationnel, et la question était de savoir exactement quels angles irrationnels donnent lieu à un mouvement régulier et quels angles, au contraire, donnent lieu à un mouvement plutôt chaotique. Alors, c'est une question qui n'était pas nouvelle. Les premiers résultats spectaculaires ont été obtenus par Siegel en 1942, qui a déterminé une première classe de nombres pour lequel le mouvement était régulier. Ensuite, Bruno, vers 1965, a étendu la classe de Siegel et donc a montré pour cette classe plus grande, le mouvement était encore régulier. Et ma contribution est de montrer qu'en fait, quand la condition dite de Bruno n'était pas satisfaite, au contraire, le mouvement était irrégulier, chaotique. Donc ça, c'est sans doute le résultat le plus important pour lequel j'ai obtenu la médaille Fields. J'ai travaillé sur d'autres problèmes, la dynamique chaotique également. Mais enfin là, je ne peux pas mentionner un résultat spécifique, c'est plutôt une série de résultats. Oui, alors pourquoi? Parce qu'ils aiment ça, mais non, je veux dire que c'est un phénomène relativement récent. Si on regarde les publications des mathématiciens, peut-être il y a une cinquantaine d'années à peu près, la plupart des publications avaient un seul auteur, et de temps en temps deux, mais enfin, je veux dire, la moyenne était entre 1 et 2. Maintenant, très fréquemment, on est au moins 2, sinon 3. Donc clairement, la sociabilité des mathématiciens a augmenté dans la période récente. C'est vraiment parce qu'effectivement, échanger, parler entre soi, ça permet absolument d'avancer plus vite. Bon, moi, par ailleurs, je veux dire, je prends plaisir, je dirais simplement à des contacts. Les collaborations ne sont pas les mêmes que celles qui peuvent exister dans des disciplines scientifiques où on a besoin de gros laboratoires. Et donc, les collaborations sont un peu
je ne vais pas dire systématiquement les mêmes, mais sont organisés autour de gros instruments. Au contraire, les mathématiciens n'ayant essentiellement pas besoin d'ordinateurs ou de choses comme ça, mais sont assez volatiles, si j'ose dire, voyagent pas mal. Moi-même, mes collaborateurs les plus proches, j'en ai en ce moment un à Paris, mais j'en ai un qui est à Pise, à l'école normale de Pise, j'en ai plusieurs au Brésil, donc je veux dire, et on a pris l'habitude de se voir et de travailler ensemble sur pas mal de problèmes. Ah, ben c'est un endroit extraordinaire. Je n'ai pas compté le nombre de fois que je suis venu au CIRM, et j'ai pu voir les transformations, parce que depuis, enfin ça fait déjà quelques années bien sûr, mais depuis que cet auditorium existe en particulier, les conditions sont devenues extraordinairement favorables. La bibliothèque aussi est un endroit merveilleux pour y travailler, donc je suis toujours très, très content d'y venir.